Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Dernier volet ce vendredi de notre semaine consacrée aux enjeux de la dynamique bancaire en Afrique avec un focus sur les ambitions de Coribank en Afrique de l'Ouest. Au programme également au Mali, les modalités du référendum constitutionnel se précisent. Il aura lieu le 9 juillet 2017 et puis c'est une attaque frontale. Les autorités de Bujumbura accusent l'Union européenne d'être directement impliquée dans la déstabilisation du Burundi. Avec nous sur ce plateau pour en parler, on a invité M. Adam Azeizi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes consultant bancaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également nos éditorialistes Jean-François Kandikombe. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Graziella. Bonsoir à toutes et à tous. Et Malik Acher. Malik, bonsoir. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le 9 juillet 2017, c'est la date retenue par le gouvernement malien pour la tenue du référendum constitutionnel. Le projet consiste, nous vous le rappelons, à intégrer des dispositions clés de l'accord de paix de 2015. Les détails avec Siam Victoria Sedi. Le collège électoral malien est convoqué le dimanche 9 juillet 2017 pour le référendum constitutionnel selon un communiqué du Conseil des ministres. Le projet de révision constitutionnelle a été adopté en mars en Conseil des ministres et approuvé le 2 juin par l'Assemblée nationale. Les électeurs maliens ont donc un mois pour se décider pour ou contre la révision de la loi fondamentale de 1992. Dans l'actuel projet, il y a quand même des dispositions qui sont assez courageuses, qui donnent par exemple la possibilité aux Maliens de la diaspora d'avoir leurs représentants au niveau de l'Assemblée. Il y a également des dispositions qui mettent un terme au nomadisme politique. Cette révision de la Constitution de 1992, la première depuis 25 ans, a pour objectif de mettre en œuvre certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en mai 2015. Elle prévoit également la création d'un Sénat et d'une Cour des comptes. Beaucoup de Maliens pensent que normalement c'est l'accord qui devrait s'adapter à la Constitution et non le contraire. Donc aujourd'hui au Mali, on est un peu dans ce débat-là. Et pour ce qui le concerne, l'État, le gouvernement est vraiment décidé à y aller. La campagne référendaire se déroulera du 23 juin au 7 juillet. Le référendum constitutionnel sera organisé avant les élections municipales prévues initialement fin mai. Ces élections auront finalement lieu le 29 octobre 2017. Alors, Monsieur Azeizi, cette révision de la Constitution a été entérinée par l'Assemblée nationale, mais ce référendum est-il vraiment opportun au Mali? Le référendum au Mali est une excellente opportunité pour entériner les accords de paix. Le déploiement de ces accords de paix au Mali nécessitait ce référendum, et donc il y a un consensus sur ce point. Néanmoins, parmi les objectifs qui sont amenés dans ce référendum qui soulève débat, on constate la création d'un Sénat où un tiers des sénateurs seraient désignés par le président Ibeka. Donc ce mode de désignation de sénateurs peut soulever problème et peut suggérer qu'il y ait un renforcement du pouvoir exécutif aux mains du président, ce qui peut être qui est le revers de cette réforme. Alors Jean-François, avant d'aller un peu plus loin dans le contenu même de ce projet de révision, comment organiser un scrutin sur l'ensemble d'un territoire que le gouvernement ne contrôle pas? Alors là, Graziella, vous venez de me frustrer parce que j'aurais bien été au fond tout de suite. Bien sûr, on sait la difficulté qu'il y a à organiser un référendum ou à organiser même un fonctionnement normal des institutions maliennes, centrales maliennes sur la totalité du territoire. Le président, cela fait je ne sais pas combien de temps, n'a pas été à Kidal, n'a pas été dans le Nord. Un certain nombre de ministres ne se déplacent pas. On ne conçoit pas qu'on puisse organiser un référendum dans ces conditions, sachant que dans les zones qui
sont contrôlées, les zones du Nord notamment qui sont contrôlées par l'ex-rébellion, on peut douter de la sincérité du vote ou de la sincérité des résultats. Mais vous me demandiez de ne pas aller au fond, mais je dirais simplement... Alors allez-y, allez au fond. Personnellement, ce référendum, pour moi, c'est un référendum de pacification souhaité par le gouvernement, mais pour moi, c'est un référendum de capitulation. De capitulation, je le dis et je pèse mes mots parce que, je l'ai dit d'ailleurs il y a en 2015 lorsque j'ai été invité par la Cour constitutionnelle malienne pour évoquer la question du rapport entre l'accord d'Alger et la constitution malienne, je considère que dans un État démocratique, dans nos États, le dernier mot doit revenir au peuple. Juridiquement, ça se traduit par l'acte constitutionnel. C'est la Constitution qui est la volonté de tous les Maliens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un certain nombre de Maliens, et de non-Maliens d'ailleurs, parce qu'il y a des terroristes qui viennent de l'autre côté, ont décidé de prendre les armes et de changer les règles du jeu. On les a suivis, on a été à Alger. On a signé un accord avec un fusil sur la tempe. Cet accord est un accord qui n'a pas été voulu originellement par le peuple malien, parce que dans le Nord, il n'y a pas que les rebelles. Il y a aussi, autour de cette table, nous avions reçu, je crois, une représentante de la société civile malienne qui avait dit qu'elle n'était pas sur la même ligne que les forces armées, enfin les groupes armés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Juridiquement, chez les juristes, il y a quelque chose qui est capital. Lorsque vous avez deux actes juridiques qui sont confrontés, le plus faible doit céder. Aujourd'hui, entre l'accord d'Alger et la constitution malienne, c'est la constitution qu'on va réviser, ce n'est pas l'accord d'Alger. Et là, nous sommes sur une très mauvaise pente. Et pour moi, c'est un très mauvais exemple pour l'Afrique. Alors, Malik, ce projet de révision constitutionnelle, naturellement, ne fait pas l'unanimité. Quels sont finalement les points d'achoppement? Monsieur Azé, ici, a parlé déjà de la création du Sénat, mais il y a d'autres questions qui font débat. Oui, en fait, le véritable débat, le débat central, c'est sur le renforcement du pouvoir du président, finalement. M. Asseizi vient d'en dire un mot sur justement la nomination du tiers des sénateurs, mais il y a aussi cette possibilité, alors il faudra éclaircir ce point, parce que nous sommes dans une préparation de la Constitution, une préparation dans son vote, du moins, c'est la possibilité pour le président de la République d'émettre de ses fonctions un ministre sans qu'il ne pose sa démission. Alors, ce qui est un peu... ce qui peut irriter certains et ce qui peut être considéré comme antidémocratique. Certains disent que finalement, c'est pour éviter les points de blocage. Ça reste quand même un débat très ouvert. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y ait pas assez de débat autour de ce processus de révision constitutionnelle. Certes, il y a un délai qui est affiché, celui de l'organiser le 9 juillet, mais il me semble que c'est un délai assez court. Que pensez-vous justement de ce timing? C'est assez court. On a eu plusieurs réunions de la société civile. Je n'en démords pas qu'il y a eu ces réunions qui ont permis de soulever certains points. Et Jean-François a donné son avis sur les accords d'Alger, parce que les accords d'Alger parlent de points précis sur la révision de la Constitution, notamment la création du Sénat. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un temps de dialogue suffisant? Peut-être, certainement, mais il y a un moment donné, il faut avancer. Et c'est là le point d'achoppement. Ouais. Il y a un point d'achoppement dont on n'a pas parlé dans le reportage. Le Sénat, ce n'est que le bout de la lorgnette. La vraie révolution, c'est la régionalisation. Exactement. La régionalisation au Mali. Or, la régionalisation, elle est l'expression de quelle revendication? La première revendication des rebelles était la sécession, la séparation du Mali, la création d'un nouvel État indépendant. Aujourd'hui, dans l'accord d'Alger, on a la première, la deuxième, la troisième marche vers ça, et qui a pour nom la régionalisation. Et ce point-là, c'est le point central de l'accord. C'est pour ça que je dis que c'est un accord, en tout cas c'est un référendum de capitulation et qui donne avantage à des personnes à raison du fait qu'ils étaient armés, non pas autre chose. On peut voir cet accord sous un autre angle. C'est que aujourd'hui, comme vous le citiez, le pouvoir central à Bamako est peu présent dans les régions nord. L'accord va permettre de créer 5 nouvelles régions administratives dans le nord, qui sont quasi autonomes, avec des représentants qui sont élus directement par ces régions. C'est un moyen de faire représenter ces populations et de faire venir leur voix à la capitale. Et le Sénat, venant en complément, qui permet de représenter ces collectivités territoriales, permettra
à ces personnes, à ces collectivités, d'être présentes au niveau central à Bamako et pouvoir transmettre les souffrances, les douleurs des gens qui habitent dans le nord et éviter que cette sourde oreille dans les années passées qui a conduit à cette situation de tension dans le nord ne se reproduise dans l'avenir. Alors, juste un dernier mot pour dire que la régionalisation ne me ferait pas me lever vent debout s'il n'y avait pas derrière la régionalisation une revendication qui a été prise en compte dans les accords d'Alger, c'est de considérer que dans le nord, l'Azawad est une composante du peuple malien. Composante du peuple malien, vous avez déjà divisé le Mali en deux. Et par conséquent, derrière la régionalisation, il y a l'idée que ce peuple doit se gouverner lui-même. Et les régions, ce n'est pas fait pour faire remonter, c'est fait pour gérer de manière autonome un large pan des politiques au Mali. Capitulation, je répète, capitulation. Merci pour toutes ces précisions, Jean-François. Dans l'actualité également, le temps monte entre le Burundi et l'Union européenne. Les autorités de Bujumbura accusent l'institution d'avoir participé et même financé une déstabilisation du pays. Plus d'explications avec Mélina Bokassa. Bujumbura accuse, l'Union européenne récuse. Le 5 juin, les autorités burundaises font une annonce. Ils affirment détenir des documents dévoilant le rôle de l'Union européenne dans la crise qui secoue le Burundi depuis 2015. Les faits, précisent le communiqué du gouvernement, remontent à plusieurs mois avant l'insurrection et la tentative de coup d'État de mai 2015. Dans ces documents en circulation, il est rapporté que l'Union européenne a procédé à des financements à l'endroit des personnes physiques ou morales impliquées dans la déstabilisation politique du Burundi et actuellement sous mandat d'arrêt émis par la justice burundaise. Pour l'Union européenne, ce sont de fausses accusations. L'organisation soutient que l'aide fournie à certains activistes burundais s'inscrit uniquement dans le cadre d'un programme officiel. L'objectif étant la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Aujourd'hui, dans sa stratégie de résistance, et le gouvernement s'enferme dans ce que je pourrais appeler une sorte de déni total, de refus de voir la réalité en face. Je pense que le président Nkurunziza autoproclamé s'est enfermé dans une sorte d'autisme politique. Je ne vais pas voir la réalité en face. Les relations entre Bujumbura et l'Union européenne ne cessent de se dégrader. Il y a un an, l'organisation internationale, principale bailleur de fonds du Burundi, avait pris des sanctions contre le pouvoir de Bujumbura. Accusé de graves violations de droits humains, le Burundi a toujours refusé de participer au pourparlers de paix avec l'opposition dite radicale. Le pays traverse en effet une grave crise depuis la réélection en 2015 du président Pierre Nkurunziza pour un troisième mandat consécutif, une situation qui a provoqué l'exil de plusieurs milliers de Burundais. Alors, Monsieur Azéissi, que pensez-vous de ces accusations portées par les autorités burundaises contre l'Union européenne ? Il faut prendre ces accusations dans leur contexte. Le Burundi est aujourd'hui un pays qui est sujet à des sanctions financières de plus en plus importantes de la part de l'Union européenne. Dans un contexte économique qui n'est pas du tout favorable. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est classé 3e pays le plus pauvre en termes de PIB par habitant dans le monde, donc, qui sort d'une guerre civile. Donc aujourd'hui, on sent une revendication, une tension au Burundi, et c'est normal pour un président au pouvoir dans un pays en tension d'identifier des coupables, de désigner des coupables. Donc les Européens, de par leur ADN étant de vouloir donner des positions aux pays africains concernant la gestion des droits de l'homme, sont désignés du doigt par le président. Donc c'est un raccourci rapide pour des problèmes qui sont beaucoup plus importants en interne et pour un mouvement de revendication des droits de l'homme au Burundi qui existe et qui a son ancrage à l'intérieur du pays. Malik, vous êtes de cet avis, vous pensez que ce sont des accusations infondées? On rappelle que les autorités de Bujumbura disent détenir des preuves. Déjà, le régime de Bujumbura fournit ses preuves et on verra bien. C'est la rhétorique, à mon sens, c'est la rhétorique classique d'un pouvoir qui est finissant, ou qui, du moins, devrait être finissant, mais se maintient toujours. C'est véritablement, je dirais, c'est malheureux, c'est tragique, mais j'ai l'impression qu'on est dans un gag, malheureusement, un mauvais gag. De voir cette situation-là, un pouvoir qui s'accroche, un pouvoir qui n'a plus la légitimité qu'il devrait avoir, c'est terrible. Il est
déjà au banc de la communauté internationale, il est mis au banc de la communauté internationale, mais il a cette prouesse de désigner ses ennemis, alors que peut-être il est lui-même l'ennemi de son peuple. Donc c'est une chose qu'il faudrait poser, c'est une question qu'il faudrait poser, la légitimité de ce pouvoir-là. Autre chose, comment ne pouvons pas nous indigner face à la situation interne au Burundi? Est-ce qu'on doit garder le silence? Je ne crois pas. Et donc l'Union européenne a légitimement, elle qui fournit une aide financière, comme vous venez de le préciser, a le droit de réagir. C'est son droit, même si vous savez que je n'aime pas l'interférence de certaines organisations dans les affaires africaines. Là, il est de droit de l'Union européenne de donner son avis et justement de couper certaines aides financières et de justement pointer du doigt ce régime-là. Jean-François, il y a quand même eu des faits, hein, notamment on parle d'accords entre l'Union européenne et des ONG. L'Union européenne, en réponse, a dit que les autorités de Bujumbura avaient mal interprété son programme de soutien à la démocratie. Est-ce que c'est un argument convaincant ? Mais les arguments sont convaincants d'un côté comme de l'autre. Moi, peut-être de façon légèrement décalée par rapport à mes amis, je dirais que pour la première fois, j'admets que Nkurunziza pose un vrai problème, mais de manière décalée et dans un contexte totalement inapproprié. Il pose un vrai problème qui est que l'intervention des puissances occidentales et en particulier de l'Union européenne. Mais lorsque je dis qu'il le pose de manière décalée, pourquoi? Parce que tous les États africains, nos chefs d'État attendent d'abord d'être pris à la gorge pour pouvoir dénoncer ça. Il y a une base à l'intervention de l'Union européenne, ce sont les accords de Cotonou. Les États ACP d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont accepté depuis le début des années 2000, depuis les accords de Lomé, qu'on inscrive dans un accord de coopération économique une dimension politique avec des mécanismes notamment qui permettent à l'Union européenne de suspendre sa coopération en cas de violation des droits de l'homme. Et qui apprécie la violation des droits de l'homme, ce sont les Européens. Et en temps normal, et ils étaient tous là autour de la table, plus de 70, et ils ont accepté ça. Et ils ont accepté ça sous la condition de la réciprocité. D'ailleurs, on se pose la question de savoir pourquoi ce mécanisme-là ne marche pas lorsque nous avons des Africains qui viennent mourir dans la Méditerranée et qui viennent sur les côtes européennes. Où sont les Africains pour pouvoir dénoncer ça par le biais des mêmes instruments? Donc, nous sommes dans cette situation-là. L'Union européenne, ce n'est pas nouveau. On a un politicien français disait que c'était des frayeurs de gazelle. Moi, je dirais, je pourrais ajouter d'autres choses. Mais voilà, des pudeurs de gazelle. Mais ce n'est pas nouveau. Ça fait plus de 20 ans que l'Union européenne mène cette politique, notamment, y compris, je me souviens très bien, à propos du régime Bokassa, ça veut dire que ça remonte très très loin, où les sanctions avaient été appliquées et la ligne politique était de dire nous condamnons le régime en place, mais nous ne voulons pas que la population souffre. La solution de ça, c'est que nous devons agir à travers les ONG, à travers les populations, qu'elles s'autonomisent, etc. Donc, un peu de conséquences en temps normal, ce fera du bien à l'Afrique. Allez-y, très rapidement. Très rapidement. Donc, la situation est quand même grave au Burundi. Aujourd'hui, on est dans un pays qui a plus de 400 000 réfugiés qui ont quitté le pays. Donc, quelque chose doit être fait. Une ingérence européenne est très mal vue et ça me passera mal du fait de l'expérience qu'on a pu voir dans d'autres pays. Il faudrait que ce soit une action régionale, c'est-à-dire africaine, parmi les voisins du Burundi, de concertation qui soit initiée par l'Union africaine, si elle arrive à retrouver une maturité suffisante pour entamer ce type d'action, pour pouvoir faire en sorte que le président change de ligne et ouvre les yeux. J'ai beaucoup aimé la réserve pour autant qu'elle est retrouvée. J'ai beaucoup aimé la réserve. On se retrouve toujours dans ces relations-là asymétriques, on les déplore et tout ça. Mais la première conséquence, c'est l'inaction des pays africains. Dès lors, on ne doit pas se plaindre de l'intervention de telle ou telle organisation étrangère, dès lors que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous n'avons pas mis les voies et les moyens nécessaires pour résoudre la crise au Burundi. Merci Malik. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.